Donc, la CIA est redevable au Congrès, alors que la NSA ne l'est pas nécessairement, parce qu'elle relève du commandant en chef. Voilà. En ce qui concerne le DNI, Director of National Intelligence, on parle ici du patron de la communauté du renseignement. C'est-à-dire que la plupart des instances que vous avez en dessous, sous le mot cabinet, comme par exemple le secrétaire du Trésor, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, le Homeland Security, il y a des gens de renseignement dans tous ces départements. Et ils relèvent du DNI et non pas du directeur de la CIA. Les instances de gauche parlent quotidiennement au président. Donc, ils le tiennent quotidiennement informé. Tandis qu'à droite, bon, ce sont des agendas distincts, un peu compliqués, souvent politiques, mais bon, voilà, je m'étendrai pas trop là-dessus. Tout ça pour vous dire que autour du président, sont définis comme le commandant en chef, ce sont les différentes sources d'informations, d'où lui viennent les informations, pour mener ou superviser les opérations de guerre, parce qu'il est sur le plan du droit constitutionnel un militaire, pas au sens administratif, qui n'a pas de solde, pas nécessairement un uniforme, mais il est le commandant. Je vais passer à la deuxième partie. Bon, je m'excuse au départ pour la piètre qualité de mon PowerPoint qui a été un peu improvisé par mon fils. Il a un sens de l'humour un peu particulier. Je ne commenterai pas sur l'histoire de famille. OK, je vous ai à l'œil, bon, ça pourrait être le Capitaine Haddock ou du Pont du Bon, peu importe. OK. Quelques rappels extrêmement importants lorsqu'on parle de droit américain. Il faut toujours référer à la Constitution. Ils ont une Constitution. Là, je ne veux pas dire qu'au Canada, on n'en a pas. Peut-être un problème au niveau constitutionnel. Mais les Américains ont une Constitution. Tous les jours, elle est plaidée devant les tribunaux, tous les tribunaux, et devant le Congrès. On rappelle au président qu'il est le Commander-in-Chief aux fins de la défense, du renseignement et des affaires étrangères. Donc, son mandat est extrêmement large. Et c'est confirmé par l'article 2, section 2, clause 2 de la Constitution américaine. Le pouvoir de déclarer la guerre, ça c'est le deuxième paramètre extrêmement important. Ça n'appartient pas au président. Ça appartient au Congrès, l'article 1, section 8, clause 11. Donc, le Congrès peut déclarer la guerre. Par ailleurs, le président peut mener des opérations dans la défense des intérêts des États-Unis pour une période de 60 jours. Et là, je me réfère à ma conférence de 2012, en vertu du War Power Resolution Act. Pour 60 jours, il y a une fenêtre. Après ça, le Congrès peut continuer ou ne pas continuer dans le sens d'accorder ou non des appropriations, financer les opérations ou mettre le président en situation de crise, littéralement. Okay. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est la question de la chaîne de commandement dans les opérations de drones et deux références en particulier à deux décisions de la Cour suprême américaine dans Milligan et dans Taunton. Et je vais vous expliquer en quoi deux décisions qui remontent à la guerre civile américaine peuvent être pertinentes. Donc, moi, je distingue dans mon exposé l'environnement informationnel de l'opération. L'opération veut dire tirer sur la gâchette. Opérer le PlayStation. Et la différence, comme pour un policier, la différence entre avoir de l'information sur une situation et faire face à la situation avec son Smith & Wesson et Beretta et neutraliser un adversaire ou prendre le contrôle d'une situation qui pourrait mener à une neutralisation de l'adversaire. En principe, j'ai exclu de mon exposé la question des targeted killings.
OK? Pour préparer mon exposé, j'ai fait plusieurs démarches. Une des démarches, c'est de consulter pas mal de témoignages devant le Congrès des États-Unis de différents intervenants du milieu académique, principalement, et d'ex-militaires devenus professeurs d'université ou académiques qui ont exprimé beaucoup d'inquiétudes par rapport au rôle de la CIA. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun ne faisait la distinction entre l'environnement informationnel et le fait de tirer sur la gâchette. On peut fournir les informations. La CIA fournit les informations. Le personnel civil fournit les informations. Mais ce ne sera pas un civil qui va tirer sur la gâchette. C'est un militaire. Et ça, c'est mon punch pour la fin, puis je vais vous expliquer pourquoi par rapport à 2 décisions de la Cour suprême américaine. Ici, je n'aborde pas l'intention de m'étendre sur les pros ou les cons de l'utilisation des drones. On l'a vu amplement ce matin. Bon, pour lire les diapos qui vont suivre, simplement gardez à l'esprit que si vous voyez le mot P, c'est président, E, État, entité non-étatique, entité étatique, Congrès, territoire américain, United States Territory, non-United States Territory, citoyen, US person, non-US person. Et quand je fais référence au traité de Washington, là-dedans, je fais référence à l'article 5, que mon fils oublié. Bon. Le cadre géopolitique des opérations de drones, ça a l'air simple. Non, en fait, c'est très complexe. D'abord, maintenant, on est confronté à des entités étatiques et des entités non étatiques. Moi, je vais vous avouer que pendant 28 ans, j'ai composé avec des entités non étatiques. Pas en Afghanistan, ici. On les appelle les motards, la mafia. Et ce sont, si on prend la définition américaine de terrorisme, des groupes qui font de l'intimidation. Et en droit américain, la définition de terrorisme n'est pas limitée à objectifs politiques ou religieux. N'importe quelle organisation qui fait de l'intimidation des communautés fait du terrorisme. Donc, il faut comprendre que, en termes de stabilité sociale, d'objectifs de stabilité sociale, la définition du terrorisme vise à assurer cette stabilité sociale. Des situations auxquelles les Américains ont été confrontés. D'abord, par rapport à cette idée de conflit armé entre États, entités et non étatiques ou entre États, voici. Vous avez ce que j'appelle une guerre déclarée contre un État par le Congrès, ensuite supportée par le président, ce qui a été le cas de Pearl Harbor, qui a donné lieu à 2 lois du Congrès importantes, la War Powers Act de 41 et celle de 42, qui a autorisé le président à saisir sur le territoire américain, faire de l'expropriation pour l'installation de l'armée et de la marine. Et c'est parce que Harry Truman, durant la guerre de Corée, va essayer la même chose avec l'industrie sidérurgique, ça ne fonctionnera pas. La Cour suprême va être cassée parce que le Congrès n'a pas suivi. Mais FDR, le Congrès suit. Même si les services secrets le tiennent par derrière parce qu'il est handicapé, le Congrès a suivi. Ensuite, vous avez un conflit déclaré, une guerre déclarée, contre une entité non étatique. Par le Congrès, supporté par le président, c'est le 11 septembre. Et là, on a l'Authorization to Use Military Force dans le contexte de l'article 5 du traité de Washington. Autrement dit, toutes les forces participantes de l'OTAN se sentent interpellées et vont d'une certaine manière supporter Authorization to Use Military Force. En fait, c'est la même mouvance. Ensuite, vous avez une guerre non déclarée mais autorisée, ce qui a été le cas du Vietnam. Et parce que, bon, le Congrès a supporté au chapitre des appropriations, a continué de financer la guerre, de payer les soldats. Et ensuite, vous avez une guerre non déclarée, mais
autorisées, elles aussi, contre des entités non étatiques. Et là, on parle d'intervention en Libye, les guerres du Golfe, l'Irak et les différentes coalitions, mais à l'intérieur du délai de 60 jours pour le président, c'est-à-dire le War Power Resolution Act. Évidemment, pour le président, et bon, là, mon fils a inversé paragraphe. Il y a 4 décisions importantes qui vont faire en sorte que le président va devoir tenir compte du statut des objectifs fixés ou déterminés à abattre pour une opération de drone ou pour toute opération. D'abord, les décisions Rasoul, Hamdan, Hamdaye et Boumediene. 4 décisions de la Cour suprême, extrêmement importantes, qui ont cassé les décisions de l'administration Bush et qui ont forcé l'administration Bush à aller devant le Congrès et à adopter différentes lois, dont 2 lois sur les commissions militaires, en vue de conférer certains droits, une équité procédurale, à des personnes qui ont été capturées sur le terrain et qui ont été détenues. Ces personnes auraient pu être par ailleurs blessées ou assassinées par drone. La distinction est plus ou moins importante à ce stade-ci. C'est simplement pour dire que le président, suite à ces 4 décisions-là, et je pense que le président Obama en tient compte à l'heure actuelle pour ne pas se retrouver dans le même modus operandi que le président Bush. Donc, vous avez ici cette idée d'équité procédurale qui est en fait, on va reprendre dans les lois du Congrès, la Military Commission Act de 2006 et de 2009, tous les thèmes principaux, en fait, les principales protections constitutionnelles prévues au 4e, 5e et 6e amendement de la Constitution américaine. Le droit à l'avocat, le droit à la communication de la preuve, le droit d'interroger, le droit de contre-interroger, avec des limitations au niveau du droit à l'accès quant aux sources et à du matériel classifié. Donc, les détenus de Guantanamo ont des protections. Par rapport à la Convention 3 évidemment, de Genève et cette idée d'ennemi combattant légal, ennemi combattant illégal, on en a parlé tantôt, par rapport à le mot, en utilisant le mot terroriste. Ce qui me rebute un peu avec le mot terroriste, c'est à partir du moment où un terroriste peut acquérir un statut d'ennemi combattant, on lui confère en quelque sorte une sorte de protection, tandis que s'il est un ennemi combattant illégal, et là la loi distingue la Military Commission Act 2006 et 2009, distingue l'ennemi combattant légal et l'ennemi combattant illégal. Pour l'ennemi combattant illégal, on le place, si vous voulez, sur le même pied qu'un espion ou un traître. À ce moment-là, il est possible la peine de mort. Tandis que si c'est un ennemi combattant légal qui n'a pas commis d'acte illégal, parce qu'il peut avoir commis des actes illégaux aussi, comme la torture, à ce moment-là, la position est différente. Mais dans toute opération de guerre, à cause de ces 4 décisions, le commandement va nécessairement être influencé pour savoir qui on attaque et pouvoir le qualifier. Comme à Guantanamo, la première étape, c'est de qualifier la personne capturée. Est-ce que c'est un ennemi combattant légal ou illégal? S'il est illégal, il est dans la merde. S'il est légal, il a des droits. Donc, sur le champ de bataille aussi, ça a un impact si la personne est blessée. Si la personne évidemment est décédée, on parle d'autre chose. Si la personne est blessée ou capturée, à ce moment-là, elle va, évidemment, selon les lois de la guerre, les principes qui ont été évoqués ce matin, détenir véritablement un statut. Bon, on parle maintenant de plus en plus d'une guerre, Global War on Terror. Et on parle aussi d'autodéfense, on fait référence à l'article 51, chapitre 7, du Charte nationale. Israël va parler de Robust Defense, des attaques préventives, preemptive, on fait des distinctions. Je ne reviendrai pas là-dessus, simplement pour dire que tout ça, cette discrétion, cet exercice d'analyse
en fin de compte, c'est le travail du président. Et là, on va arriver aux deux décisions dont je vous ai parlé tantôt, Milligan et Taunton. Évidemment, on parle ici de groupes criminels organisés. On parle d'entités non étatiques, principalement, qui peuvent être par ailleurs n'importe où, c'est-à-dire qui peuvent être sur des territoires organisés, mais des territoires organisés qui sont incapables, comme le Pakistan, la Somalie, de traiter ces entités non étatiques menaçantes. Bon, ici, je refais enfin un récapitulatif de notions que j'ai déjà évoquées, à savoir que c'est une juridiction essentiellement extraterritoriale. La question de la NSA est beaucoup plus délicate en raison de l'ordre exécutif qui la crée, et on sait les problèmes que ça a créé avec Snowden. Il y a aussi une organisation dont on parle peu, mais qui est extrêmement présente et importante, c'est la DIA, la Defense Intelligence Agency. Et ça, ce sont des militaires qui font du renseignement. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, une convergence du renseignement. Il y a une multiplicité d'agences qui sont dans une relation de check and balance. Et ça, check and balance, ça peut devenir très, on dit en anglais, very nasty. Comme par exemple, lorsqu'un agent du FBI enquête sur un agent de ATF qui serait corrompu. Donc, il y a vraiment une autosurveillance qui se fait de toutes les agences américaines les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas un monopole. Je reviens à la distinction que je faisais tantôt. Le Commander-in-Chief, vous avez la chaîne de commandement et vous avez l'opérateur, celui qui tire sur la gâchette, l'opérateur militaire qui assume le geste fatal ou le geste opérationnel. La question, c'est qu'est-ce qui arrive la chaîne de commandement en raison de ces deux décisions-là, Milligan et Taunton. On va aller à l'arrêt Milligan. Le juge Davis, dans une décision qui remonte du temps de la guerre civile américaine, in time of war, the commander of an armed force, if in his opinion the exigencies of the country demanded, and of which he is to judge, has the power within the lines of his military district to suspend all civil rights and their remedies and subject citizens, as well as soldiers, to the rule of his will, and in the exercise of his lawful authority, cannot be restrained except by his superior officer or the President of the United States. Dans cette décision-là, ce qu'on nous dit, c'est que le président peut mettre de côté la chaîne de commandement et appeler l'officier de terrain. Donc, il y a une ligne directe. La Cour suprême établit un canal, si vous voulez, entre le Commander-in-Chief et l'officier qui est sur le terrain. Et dans la décision Taunton, ça va prendre une forme encore plus forte. Qui est Taunton? Taunton, c'est un avocat. C'est un exécuteur testamentaire dans la succession d'un dénommé Lloyd. Qui est Lloyd? Lloyd, c'est un espion. C'est l'espion d'Abraham Lincoln. Et lui, durant la guerre civile américaine, partait avec son cheval. Puis il allait du côté des lignes des sudistes, chercher de l'information, retracer, placer des déplacements de troupes, et faisait rapport à Abraham, directement, à Abe. Après la guerre, évidemment, bon, on sait ce qui est arrivé à Abraham Lincoln. Lloyd va mourir aussi. Les circonstances, j'ai pas fait de recherche sur ça. Ce que l'on sait, c'est que l'exécuteur testamentaire de Lloyd va poursuivre le gouvernement. Parce que M. Lloyd a encouru des dépenses. Il a fallu payer le foin pour nourrir le cheval, acheter des balles, des munitions éventuellement, de la nourriture. Et le juge Davis, dans une
décision qui va revenir en 2011. Parce que vous allez peut-être penser que la Ferrière qui est devant vous, là, a peut-être consommé une substance étrangère. Non, non, non. Le juge Davis va dire, on ne fera pas un procès civil pour divulguer au public des opérations de combat. Et là, on est après la guerre. Donc, il établit la règle du secret d'État. Donc, le président agit stratégiquement en matière de défense sous un secret d'État. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, dans la décision, là on va tomber dans l'actualité, General Dynamics et Boeing contre les États-Unis d'Amérique, le juge Antonin Scalia va utiliser Taunton. Ce qui prouve que les Américains ont de la suite dans les idées. Et là, il y a des problèmes parce que, évidemment, c'est une technologie qui n'est pas brevetée. C'est du know-how. Et en sécurité nationale, le know-how, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est notre avancée stratégique dans le monde industriel. Je comprends que les médias font un grand cas du terrorisme, mais ce qui se passe dans nos laboratoires, dans les centres de recherche aux États-Unis, au Canada, c'est vraiment là que se trouve l'avancée. Et là, on parlait de l'avancée de l'avion Stalin. Et là, Antonin Scalia, ce servant qui est un juge conservateur, qui a rendu une décision unanime pour la Cour suprême, a dit à Boeing, à General Dynamics, allez vous faire voir. Il n'y en aura pas de procès pour tenter d'obtenir la façon de procéder pour concevoir, pas concevoir parce que c'était déjà conçu, mais produire la phase 2 de l'avion Stalin. Donc, en vertu d'une entente de confidentialité béton, si vous voulez, le dossier s'est réglé, mais il n'y a jamais eu de procès civil. Parce que General Dynamics et Boeing avaient des millions en réclamation. Parce que tout était stoppé. Et le juge Scalia, dans une décision unanime de la Cour suprême, est venu renforcer cette idée du secret d'État. Par rapport au drone, quel est le lien? C'est le secret d'État. Si le commandant en chef décide de faire procéder à une opération de drone pour éliminer un adversaire, c'est la règle du secret d'État. Et ce qui veut dire que l'examen qu'on peut faire d'une opération militaire est extrêmement limité. Et que si le commandant a décidé, le commandant en chef, et que la chaîne de commandement jusqu'à l'officier exécutant, celui qui tire sur la gâchette, décide que telle doit être la mission, eh bien, toute autre considération devient un peu, beaucoup impertinente et superflue. Et voilà. Et c'est un peu la raison pour laquelle, pour moi, ces deux décisions-là en lien avec, enfin, la décision Boeing en lien avec deux décisions qui remontent à la guerre civile américaine viennent finalement renforcer, comment dire, faire en sorte qu'il existe dans le commandement dans cette idée de commandement du président américain, un mur qui est à peu près infranchissable. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai terminé. C'est vrai que je suis dans les délais. Je vous félicite parce que vous avez des menaces graves qui pèsent sur moi. Comment je t'aime? Pas une discipline militaire. Donc merci beaucoup. Je suppose maintenant c'était la parole du capitaine de corvette Marc-André Vary pour également une période de 30 minutes. Le capitaine de corvette Marc-André Vary est conseiller juridique de l'état-major interarmé stratégique des forces armées canadiennes depuis juillet 2014. Et dans ce rôle, il appuie l'état-major
stratégique des forces armées. Pardon, excusez-moi, j'en perds avec tous ces aspects techniques. Il appuie l'état-major interarmé stratégique. C'était facile. Le capitaine de corvette Marc-André Vary a un baccalauréat à l'Université d'Ottawa. Avant de s'enrôler dans les forces armées canadiennes, il a travaillé dans le secteur privé. Il a notamment travaillé au Japon, au Sénat canadien. Et il a joint les forces armées canadiennes en tant que conseiller juridique au sein du cabinet du juge-avocat général. Actuellement, le capitaine de corvette Marc-André Vary complète des études de deuxième cycle en droit à l'Université York. Et ce matin, il nous parle des aspects juridiques sur l'usage des drones lors de conflits armés, évidemment dans la limite de ce qu'il peut nous en dire considérant ses fonctions. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre à l'arrière? Excellent. Donc, premièrement, merci à l'Institut militaire de Québec, merci à l'HEI. Je pense que c'est important de souligner que les forces canadiennes déploient, on n'est pas le seul département qui est intéressé dans la mission. On arrive aussi aux affaires étrangères. Donc, on partage souvent la mission avec les affaires étrangères. Et deuxièmement, lorsque je parle des aspects juridiques de l'usage des drones lors des conflits armés, je parle de ciblage. Donc, en premier lieu, voici le caveat que je suis obligé d'utiliser pour protéger ma carrière et mon PER. Donc, les opinions formulées explicitement ou implicitement dans cette présentation sont les miennes et pas celles du JAG, du ministère de la Défense ou des Forces armées canadiennes. Premièrement, combien d'entre vous ont suivi un cours sur le droit des conflits armés? Je parle aux militaires aussi. OK? Donc, pas assez. Non, mais c'est quand même très important de suivre un cours, même au niveau intermédiaire. Deuxièmement, qui peut me dire la base juridique domestique pour déployer les forces armées canadiennes? Non. Donc, on a toujours besoin d'une base juridique domestique, une base juridique internationale. Et la base domestique juridique, c'est toujours la prérogative royale du gouvernement. Donc, le ministre ou le cabinet, ou même le premier ministre, peut décider de déployer les forces armées canadiennes. Donc, c'est toujours important de vérifier exactement quel mandat que le gouvernement nous a donné. Deuxièmement, la base juridique internationale, on peut parler soit d'une résolution du Conseil de sécurité, ou par exemple le consentement de l'État. Donc, par exemple, on peut parler de l'opération Impact pour l'instant et le consentement de l'Irak. Maintenant, lorsque ça vient à l'utilisation de la force, okay, c'est très important de vérifier le cadre juridique. Okay? Donc, quelle sorte êtes-nous? Sommes-nous, par exemple, en temps de paix? Moi, je dirais 95% des opérations des forces canadiennes se déroulent en temps de paix. Ça, c'est très important à souligner. Vous allez le voir lorsque, là je parle encore, pardon, une fois aux membres des forces canadiennes, lorsque vous voyez ou regardez, vous étudiez vos règles d'engagement, c'est là que vous allez voir le cadre juridique qui a été étudié pour formuler vos règles d'engagement. Okay? Le plus robuste, par exemple, si vous voyez certaines règles, c'est là que vous allez voir que le cabinet du JAG a déterminé que nous sommes, par exemple, dans un conflit armé. Comme on est vu en Afghanistan, comme vous voyez dans l'opération Impact. Ils vont être très différents des règles d'engagement que vous allez recevoir, par exemple, dans le Sinaï avec l'opération Calumet ou Hamlet en Haïti. Donc ici, le cadre juridique, que moi je trouve assez important, c'est déterminer qu'on est dans un conflit armé. Mais lorsqu'on parle de frappe de drone, comme le soulevé nos intervenants ce matin, c'est important de déterminer que nous sommes dans un conflit armé. Car c'est là que le droit des conflits armés s'applique. Okay? Donc, oui, il y a toujours le droit international, le droit de l'homme, mais il se fait déroger par
plus ou moins, je vais faire attention à la façon que je l'explique, mais par le droit des conflits armés. Pour déterminer, maintenant, je vais parler plutôt de conflits armés non internationaux parce que, d'après moi, c'est la forme de conflit qu'on voit le plus souvent. Okay. L'opération Impact, c'est celle qui vient à l'esprit, donc le conflit en Irak. Donc, pour vraiment évaluer quelle sorte de conflit, combien de temps on doit vérifier, par exemple, c'est pour atteindre le niveau de conflit armé conflits armés non internationaux, les violences doivent prendre la forme de conflits prolongés entre les autorités gouvernementales, donc plus ou moins, par exemple, le gouvernement de l'Irak, et des groupes armés organisés. Ok, vous allez voir ici, on ne parle pas de combattants. Okay, on parle de groupes armés organisés, et plus tard, on va voir aussi des civils qui participent directement aux hostilités. Donc, les deux sortes de sites qu'on regarde, il y a les personnes en tant que cible, qui est les GAO et les PDH, et ensuite des objectifs militaires en tant qu'objet tel quel. Dû au fait qu'on parle de conflits armés, okay, on va parler du protocole additionnel 1 et du droit coutumier. Très important. Donc, l'article 35 nous dit, dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes moyens de guerre n'est pas illimité. Très important. Okay, cette évaluation est toujours faite. Et ensuite, l'article 36, on passe à travers une évaluation telle quelle pour déterminer si l'arme nouvelle qu'on est habitué d'employer est illégale. Et cela est fait par le cabinet, pas en part entière, mais on a des avocats au sein du cabinet du JAG qui s'occupent de faire l'évaluation lorsqu'on achète les armes et avant de les utiliser en théâtre. Et donc on part, si par exemple on utilise une arme sur le champ de bataille, vous pouvez garder en compte que le gouvernement canadien a pris les démarches pour évaluer l'arme telle quelle. Cela dit, lorsqu'on parle de drone, ce n'est pas la technologie le problème, comme d'après moi, et comme suivi par certains de mes collègues ce matin, mais l'utilisation. Okay? Et en tant que membre des forces canadiennes, c'est à nous de s'évaluer, s'auto-évaluer, parce que c'est l'utilisation telle quelle de ces armes qui est importante. Donc, un membre des forces canadiennes qui utilise la force ou le commandant qui l'autorise doit être en mesure de décrire les faits qui l'ont amené à croire que l'application de la force était justifiée en l'occurrence. Okay? Ça, c'est un ordre du chef d'état-major de la Défense. Pour les gens qui ne font pas partie des forces canadiennes, ce qui est important de garder en tête, c'est lorsque on utilise des drones, par exemple, ou d'autres moyens, ou d'autres plateformes ISR, il y a quand même un dossier qui est préparé sur chaque cible, ou plus ou moins chaque cible. Ces dossiers sont captés, ces dossiers sont enregistrés. Donc, en ce qui a trait au ciblage, ce qui est important, c'est la relation entre l'autorité d'engagement, Target Engagement Authority, le TIA, le conseiller en tant que renseignement et le légal. Donc, ensuite, on rentre dans nos règles fondamentales. Ça, c'est des règles de droit. Okay. On parle du protocole additionnel 1, protocole additionnel 2, les droits coutumiers. Donc, si on regarde les règles fondamentales qu'on doit appliquer en tant que membre des forces canadiennes, en tant que conflits armés, ici, on peut voir, ça c'est la règle 48 du protocole additionnel 1. On peut voir population civile et biens à caractère civil. On voit aussi le terme distinction entre population civile et combattants
Maintenant, lorsqu'on parle de conflits armés non internationaux, encore une fois, on va parler de groupes organisés, groupes armés organisés et de DPH. Et là, on voit aussi à la fin qu'on doit diriger nos opérations que contre ces objectifs militaires, que contre ces personnes comme cible ou objets comme cible. La distinction. Encore une fois, une règle de droit. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises. Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs attaqués sont ni des personnes civiles, ni des biens à caractère civil. Donc, encore une fois, on doit séparer quelle sorte de cible. Est-ce une cible en tant qu'objet ou est-ce qu'une personne telle quelle? Et lorsqu'on voit tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier, donc avec l'avance de nouvelles technologies, est-ce que ça augmente la responsabilité juridique de nos membres des forces canadiennes? En ce qui a trait aux objectifs militaires, pour ceux qui pratiquent le ciblage, d'après moi, ceci est une des définitions qu'ils doivent apprendre sur le bout de leurs doigts. Donc, les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, donc nature, emplacement, destination ou utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire. Donc, encore une fois, une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Donc, lorsque on déploie en mission, il y a plusieurs États qui vont avoir une interprétation différente en ce qui a trait à c'est quoi un objectif militaire ou, par exemple, c'est quoi une contribution effective à l'action militaire? On va parler de raffinerie ou de pétrolière dans certains pays. Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont essayer de faire un lien entre, par exemple, un organisme ou un groupe terroriste et, par exemple, des raffineries. Tandis que certains autres pays ne verront pas le lien tel quel. Parce qu'il y a certains groupes terroristes qui utilisent, par exemple, l'argent qu'ils reçoivent du pétrole qui est vendu sur le marché noir pour fournir des besoins à certains villages. Et ça, c'est pas une contribution effective à l'action militaire de l'ennemi. Donc, on doit voir le lien. Et je crois que l'importance ici des drones, c'est que ça nous apporte, ça nous donne plus de renseignements sur le terrain tel quel et sur l'ennemi. Je ne vais pas parler en long et en large à propos de la participation directe aux hostilités. Mais je vais parler un petit peu des GAO, des groupes armés organisés. Comme j'ai mentionné, lorsqu'on parle d'un CANI, d'un conflit armé non international, on ne peut pas parler de combattants. On doit parler de soit, par exemple, PDH, le groupe armé organisé, et lorsqu'on parle, par exemple, de l'opération Impact, on ne peut pas parler de combattants, position canadienne telle quelle, parce qu'on est dans un conflit armé non international. Donc, par exemple, Daesh, si vous regardez ici ce qui est un GAO, et ce terme tel quel, la définition qui est là, ce n'est pas la définition canadienne. Okay? Ce n'est pas la définition ou l'interprétation du JAG ou du ministère de la Défense. Okay?
Donc là, lorsqu'on le regarde, c'est un groupe armé. Un groupe armé ne sera considéré partie en conflit armé non international que s'il représente un niveau d'organisation suffisant, critères indicatifs pertinents, notamment l'existence d'une structure hiérarchique et un quartier général, ainsi que la capacité à planifier, à mener